le carré magique, jouer avec ces joueurs-là, quand je les regardais, si on m'aurait demandé de faire 40 km ou 60 km ou 100 km, je les aurais fait, mais les yeux fermés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel et exceptionnel épisode du podcast des légendes. Il y a les joueurs qui marquent des buts et ceux qui marquent les esprits. Ceux qui, partis de loin, affrontent l'adversité, traversent puis soulèvent des montagnes et renversent le destin pour réaliser un rêve d'enfant. L'histoire de notre invité aujourd'hui, c'est celle d'un gamin des Minguettes devenu idole du Parc des Princes. Un milieu de terrain infatigable, chambreur, rugueux mais juste. Un homme entier à la fois impulsif et généreux, capable d'une tendresse rare avec ses partenaires comme d'une férocité implacable envers ses adversaires. « J'aime les tâches ingrates », disait-il, celles qui consistent à faire briller les artistes, les Platini, Giresse, Suzik pendant qu'ils faisaient l'effort. Avant d'intégrer le centre de formation miraculeusement à Cannes, retrouve l'équipe de France et devient entraîneur à même pas 34 ans. Il propulse l'AS Cannes en D1, sublime l'Athletic Bilbao, puis retrouve le PSG où il remporte de multiples coupes, dont la seule Coupe d'Europe gagnée en France par un entraîneur français. Notre légende, c'est une voix, un joueur exceptionnel devenu coach à succès, animateur de radio et éternel amoureux du ballon rond. Notre invité aujourd'hui, c'est Luis Fernandez, bien entendu. Luis, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes. 1er mai, journée normalement chômée, mais on espère que ça ne sera pas le cas entre nous, avec un retour très très loin dans tes souvenirs. Bonjour à tous, content de participer avec vous à cette émission et j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. Rien n'a été oublié. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça fait toujours plaisir de refaire un peu l'histoire, de raconter ce qu'on a vécu en commençant d'une certaine jeunesse et puis après en venant d'une communauté espagnole, en intégrant la France et en devenant français, fier d'être français, d'avoir pu tout au long de ma carrière en écoutant tout ce qui a été dit. Bon ben, on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter ce que vous souhaitez. Voilà, je suis à vous, je vais me lancer et à vous de m'attraper. C'est parti, on va essayer de t'attraper. Oui, ça va pas être évident. On a un petit peu peur, notamment les tacles de face, dont tu étais un peu le spécialiste. Exactement. Donc, pour commencer, comment est née pour toi la passion du foot ? Elle est née en 1970, lorsque tout gamin que je suis devant mon poste de télévision et je regarde une Coupe du Monde qui est celle qui se joue au Mexique avec des Brésiliens comme Pelé, le roi Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão. Et cette équipe du Brésil te donne envie de descendre en bas de chez toi, sur la pelouse, de tenter des gestes, mais faire très attention parce que en n'étant pas brésilien, parce que le Brésilien peut faire des passements de jambes, toi tu peux faire un passement de jambes, mais tu peux te faire une entorse. Mais ces Brésiliens-là m'ont donné du plaisir, ils m'ont donné vraiment l'envie de jouer au football et c'est comme ça qu'est née ma passion du football. Voilà. Et tu joues à quel poste à ce moment-là ? Tu as un poste de prédilection quand tu joues avec les copains dans la cour de récré ou... Non, tu joues en bas, tu es jeune, tu as 10, tu arrives entre tes 10 et tes 15, tes 16 ans, tu joues dans un club, le club de l'AS Minguettes. Et dans ce club de l'AS Minguettes, je vais commencer très jeune à accepter le poste qu'un entraîneur ou l'entraîneur ou les éducateurs te donnent. Alors, c'est vrai que je n'étais pas un avant-centre, je n'étais pas un attaquant. J'étais quelqu'un qui avait cette particularité aussi de prendre du plaisir à courir, à récupérer, à donner, à me projeter. Voilà, c'était c'est quand tu es jeune, tu n'as qu'une seule envie, c'est de faire plaisir à tes parents, de faire plaisir à ton entraîneur et à tes coéquipiers, d'être là, d'être présent. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer et à participer, à jouer dans un club. Et qui t'a inscrit à ce club ? C'est toi-même qui as demandé ou c'est tes parents qui t'ont dit « Oh, le Luis, il est un peu véhément, on va lui faire du sport ». Comment ça s'est passé ? Il faut savoir que j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. Quand je viens dans cette ville de Vénissieux, c'est parce qu'il y a, à cette époque, il y a les 2 sœurs de mon père qui sont là, avec mes oncles, qui nous ont bien accueillis. Et quand on arrive avec mes frères et mes sœurs, on était 6, 3 et 3. J'avais un frère qui était Jean-Louis, qui était le plus grand, qui était un passionné de football, qui m'amenait de partout. Mais quand on arrive au Minguettes, on va dans une tour, cette tour dans laquelle on était au 11e étage,
et de cette tour, tu vois le stade des Minguettes, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait pour qu'on puisse aller jouer. Et c'est dans ce club que j'avais envie de participer, de jouer, de me retrouver avec mes amis. Et c'est vrai, je peux encore le dire et je vais le répéter, on était tous réunis, toutes les communautés étaient ensemble, toutes les communautés ont joué, ont participé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bon, bah, quand je vois le problème dans les quartiers, ça m'attriste. Et tu sais, si tu aurais connu cette époque, j'étais un jeune, un garçon heureux, content. Et c'est pour cela que j'ai grandi dans ce club des Minguettes. Et c'est là qu'après, j'ai trouvé pour aller faire des essais ailleurs. Et tu préférais jouer avec tes copains aux Minguettes ou dehors après les cours? Tu joues de partout, hein, quand tu as un espace, quand tu as un endroit, quand tu as un site, quand tu peux. Tu sais, en bas de chez nous, en bas des tours, il y avait des gazons, hein, des gazons dans lesquels on se retrouvait. Hein, quand on sortait de l'école, on s'amusait à faire des matchs. Alors, ça nous occupait. C'était une occupation. C'était merveilleux à vivre. Moi, j'étais content de participer. J'étais content d'être avec eux. J'étais content de jouer, de pouvoir peut-être apprendre. Et c'est peut-être dans ces quartiers-là que j'ai commencé à prendre du plaisir. Et c'est là où ça m'a donné envie d'aller dans ce club des Minguettes, de pouvoir passer. Tu sais, à l'époque, c'était Poussin, c'était Pipi, c'était Mini, c'était Cadet, c'était Junior. Voilà. Et aujourd'hui, c'est U6, U8, Oui. U12. Voilà. Mais voilà. Moi, j'étais déjà content avec ça, t'inquiète pas. Et dans quelle mesure tu penses que les débuts vraiment difficiles que tu parles dans ton livre d'ailleurs, c'est très émouvant la façon dont tu vois ton papa diminuer physiquement, ton papa qui aussi vous menait quand même bien à la dure, notamment ton grand frère. Dans quelle mesure tu penses que ça t'a forgé la carapace qui t'a permis de devenir ce que tu es aujourd'hui? Tu sais, quand tu arrives en France et que tu as perdu ton papa du côté de Belleville, du côté de l'Espagne, tu arrives avec tes frères, avec tes sœurs, et tu sais, quand ta maman, paix à son âme, ma maman qui nous a élevés, ma mère qui n'a pas eu l'obsession de refaire sa vie, non, elle avait qu'une seule chose, qu'une seule envie, que ses enfants puissent être bien accompagnés, être bien, et c'est pour ça que avec mes frères, avec mes sœurs, en vivant dans ce quartier, on a essayé de faire pour le mieux. Ça m'a donné une force. La force, c'était celle de quand tu arrives d'un pays, comme elle le disait ma maman, on doit respecter le pays qui t'accueille, le pays qui te donne une possibilité, une opportunité de pouvoir t'intégrer, de pouvoir trouver peut-être pour tes frères, pour tes sœurs. Elle me le disait assez souvent, c'est pour ça que plus tard vous en avez parlé. J'ai fait de l'usine, j'étais à l'usine et j'en étais fier d'être dans cette usine. Mais bon, l'école, bah, j'ai passé mon CAP de mécanique générale, mais le football, c'était un plaisir. Dès qu'on terminait, dès qu'on finissait l'école, dès qu'on finissait ce qu'on avait à faire à la maison, j'avais l'autorisation d'aller pouvoir m'exprimer sur un terrain dans ce club des Minguettes tous les week-ends. T'avais d'autres frères. Est-ce que t'étais le meilleur de la fratrie quand t'étais jeune? Non, 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 j'étais pas le meilleur. Tu sais, mon frère Antoine et mon frère Jean-Louis aussi étaient des joueurs de football. Ça jouait beaucoup mieux que moi. Et je les regardais, je les accompagnais aussi, je jouais dans le club. Voilà, mais je n'étais pas le meilleur. Je n'ai jamais été le meilleur. Ne crois pas, sois tranquille. Je connais mon niveau. J'ai toujours su où était mon niveau, comment me positionner, comment jouer, comment être le plus efficace possible. Et tu sais, c'est de savoir ce que l'on te donne et quand on te donne une opportunité, une possibilité, savoir la prendre, mais attention, savoir aussi que il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Au contraire, il faut rester à sa place et le faire le plus simplement possible pour obtenir que tu puisses grandir dans ce monde du monde du football. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une fierté et à la fois Ouais. une humilité. Comment tu gères ça peut être compliqué de gérer à la fois de l'humilité parce que tu sembles hyper humble sur plein d'aspects et aussi cette fierté parce qu'il y a quand même une fierté de ce que tu as obtenu. Ouais. Comment tu gères cette balance? Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on a grandi, il faut savoir que tu n'as pas été seul. Je n'ai pas été seul pour réussir. Tu sais, le football, c'est un sport collectif, et je le dis assez souvent. C'est de se retrouver avec une bande avec laquelle on joue, avec un entraîneur avec lequel on va devoir composer et d'essayer de faire pour le mieux. Après, le football, c'est un sport collectif. Dans ce club des Minguettes, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Bersoul, qui me voyait tous les mercredis, avec après en ayant un certain âge m'occuper des jeunes, m'occuper des gosses, aller m'entraîner avec eux. Et ce monsieur Bersoul s'est dit, oui, tu ne peux pas laisser passer une occasion. Tu vas commencer par faire des essais. Tu vas aller faire des essais à Avignon, tu vas aller faire des essais à Nancy, ensuite tu iras faire un essai à Paris Saint-Germain. Mais ce monsieur Bersoul n'a cessé d'insister auprès de ma famille en leur disant il faut que Louis fasse des essais. Louis, il a du potentiel, des qualités. Et c'est pour ça que aujourd'hui, à mon âge,
je regarde mon parcours. Surtout, n'oublie pas, Luis, n'oublie jamais ces joueurs avec lesquels tu as joué, ces entraîneurs qui t'ont donné une opportunité et ces entraîneurs qui t'ont apporté, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, et ou les joueurs que j'ai eus, parce que c'est un sport collectif. Je passerai peut-être 2 heures à vous citer tous les noms, tous ces noms qui à mes côtés. C'est pour ça qu'il faut surtout pas les oublier, surtout pas les effacer. C'est ce que j'essaye à chaque fois dans ma tête de me dire ne les oublie pas, ne les efface pas. Parce que si tu es là aujourd'hui, si on dit que tu es une légende, c'est grâce à ces messieurs qui t'ont aidé aussi dans ce parcours. Là, on est déjà, je crois que c'est en 78 hein, quand tu commences à faire tes essais, mais un peu avant, puisque donc tu fais ton CAP, tu travailles à l'usine, donc tu destines pas forcément à être joueur de foot. C'est à quel moment que toi, personnellement, tu prends conscience que la carrière est envisageable? Elle est envisageable, comme je te disais, il y avait un certain personnage qui ne cessait d'insister en me voyant jouer tous les week-ends dans ce club des Minguettes, en me voyant faire de belles choses. Hein. Peut-être que c'est ça qui l'a vraiment frappé. Tu sais, quand tu commences à partir à faire des essais, c'est là où tu prends conscience, tu dis, tu fais un essai à Avignon, bon, t'es recalé. Tu fais un essai à Nancy avec monsieur Cuny, avec le papa de Michel Platini aussi à Personnel, où je fais un essai qui est concluant, qui est bon. Mais j'ai la nationalité espagnole. Je ne peux pas, parce qu'à l'époque, si vous ne le savez pas, dans chaque club, en tant qu'aspirant stagiaire ou professionnel, vous n'aviez droit qu'à 2 étrangers. Et j'étais encore en train de faire ma demande de naturalisation. Et je ne peux pas rester. Je vais ensuite faire un essai à Paris. Et c'est là que je vais rencontrer peut-être l'homme qui m'a aussi apporté vraiment quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Pierre Alonso, personnel aussi décédé il n'y a pas si longtemps. C'était le formateur, celui qui a fait la formation du Paris Saint-Germain. Et lui a vraiment insisté pour que je reste. Et je suis resté, mais avec une licence amateur étrangère. Et c'est là où j'ai débarqué dans ce centre de formation. Quand tu débarques au centre de formation du Paris Saint-Germain, tu te dis, ma maman, quelle chance tu as, quelle opportunité tu as. Fais ça sérieusement, fais ça proprement, fais ça bien, tranquillement. Écoute que ton entraîneur, M. Pierre Alonso, et fais en sorte que tout le monde soit content de ton état d'esprit et de ta mentalité. C'est comme ça que j'ai perçu les choses pour rentrer, pour réussir dans cette carrière de footballeur. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que tu fais un essai, tu dois demander la permission au contremaître à l'usine pour y aller. Et je crois que pour pour le troisième essai, t'as failli même pas Ouais. pouvoir te libérer. Ouais, pour la troisième, pour celle du Paris Saint-Germain, j'ai demandé à M. Bersoul de venir à la maison et qu'on puisse aller voir le contremaître, l'homme qui dirigeait l'usine du côté de Filia, du côté de Saint-Fond, et que j'étais un électricien. Et il a fallu qu'on aille demander la permission et on m'a bien dit, c'est la troisième et dernière fois. Et c'est de là que ma maman avec mes frères ont accepté que je puisse me déplacer à Paris. Et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir le droit de réussir ce troisième essai. Ça te fait quand même une sacrée pression, quand même encore assez jeune, parce que là, tu dis, c'est peut-être ma dernière chance de devenir pro. C'est ma dernière chance, mais bon, déjà, on est. Je suis pas quelqu'un de malheureux, je suis pas un jeune malheureux, hein, je suis quelqu'un de. Tu sais, quand tu vis dans le contexte familial dans lequel j'étais en train de vivre, je peux te dire qu'avec mes frères et mes sœurs, et avec ma maman, il y avait quand même, on va dire, des beaux moments que l'on passait ensemble. Hein, tu sais, la communauté espagnole du côté de Lyon, on se retrouvait et puis on participait, et puis on était là, on était heureux. Hein, moi, j'étais pas un enfant dans la déception, j'étais un enfant jeune qui grandissait, qui avait envie de jouer au football, et j'étais heureux de pouvoir le faire et pouvoir m'exprimer du côté de l'AS Maguette. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que tu utilises justement le fait que tu parles espagnol pour discuter avec des joueurs à Lyon. Tu vas voir les joueurs à l'entraînement et tu deviens même copain avec Ouais. des joueurs recrutés. Tu te souviens un petit peu quand tu traînes avec Ildo Manero Ouais. Non, mais c'est un personnage que j'ai croisé, que j'ai vraiment aimé. Mais l'Olympique Lyonnais, c'est mon enfance. Hein. L'Olympique Lyonnais, c'est comme j'aurai l'occasion de le dire et de le redire, c'est Chiesa, Lacombe, Mario, Dinalo, c'est le carré magique de Lyon. C'est ce carré, c'est ce club que je vais regarder en championnat de France, à encourager l'Olympique Lyonnais. J'ai grandi avec cette équipe-là. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est arrivé, c'était Ildo Manero, le capitaine de la sélection d'Uruguay, lorsqu'en 1970, ouais, il y a cette fameuse feinte de corps de Pelé sur Mazurkiewicz, le gardien uruguayen. Ildo, il était là. Ildo, il était capitaine de cette équipe. Et après, quand tu vas aux entraînements, tu apprends à le connaître, tu apprends à rester, passer des moments avec lui. Tu vas même chez lui, du côté de Lyon, côté de Lyon-la-Part-Dieu. Et puis un jour, il vient me voir aussi jouer avec
mon club des Maguettes et je leur dis à mes copains qu'il était venu pour me voir à moi. Et puis, tu sais, quand je leur dis à mes copains, non, ne regardez pas, il est là pour moi. Et quand il finit le match, il me demande à ce qu'il me ramène à la maison. J'ai dit non, tu me ramènes pas à la maison. J'ai mes amis, on va rentrer avec les voitures. Il me dit si, je te ramène à la maison. Il prend le soin de me ramener. Et en arrivant à la maison, de son coffre, il sort un bouquet de fleurs et il sort un gâteau. Les fleurs, c'était pour ma maman. Et, euh, et le gâteau, Wow. c'était le jour de mon anniversaire. Et c'est pour ça que depuis, j'ai toujours dit, Ildo Manero restera, et quand on dit l'humilité, la simplicité, ben, j'ai pris cet exemple-là, de cet homme-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, Louis, souviens-toi. Et c'est pour ça que il faut rester humble, il faut rester, ne pas péter plus haut que son cul, comme on dit assez souvent. Et c'est la simplicité de ce personnage m'a marqué. Et c'est pour ça que j'en garde toujours un souvenir. Et je garde toujours contact avec lui, vous inquiétez pas. On a eu l'occasion de se parler il y a pas longtemps. Et Ildo fait partie de ces hommes que j'ai aimé, que j'aime encore beaucoup, énormément. Magnifique. Et à quel âge justement tu fais ton dernier essai donc à Paris? C'est vers les 16-17 ans, vers les 17 ans, hein, parce que tu sais, après il faut intégrer dans les années 78, entrer dans ce club 78-79 et c'est après en 82 on fait une finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, le dernier match de Michel Platini au Parc des Princes avec Saint-Étienne. Ensuite il s'en va mais c'est j'avais 17 ans, 18 ans, voilà, j'étais là dans cet âge-là où j'intègre la formation du Paris Saint-Germain, où je rejoins Pierre Alonso avec les autres jeunes qui étaient là. Tu es très famille, donc tu as toujours été avec ta famille, etc. Partir à Paris, alors, bon, c'est pas très loin, mais enfin à l'époque c'était un peu plus loin que maintenant, il y avait pas le TGV, donc c'était quand même plus loin. Oui. C'est quoi ton sentiment et les sentiments de la famille de te voir partir? Bah, ils étaient contents, et moi j'avais qu'une seule ambition, c'est de ne pas les décevoir, D'accord. c'est leur faire vraiment montrer que l'enfant que j'étais était un enfant qui pouvait réussir, et un enfant qui vient d'un quartier pouvait aussi montrer que les qualités par l'attitude, le comportement, le jeu, le football, bah, que je pouvais aussi réussir à les mettre en place on va dire dans mon esprit, dans ma façon de me comporter du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je voulais que ma mère soit fière de moi, que mes frères et mes sœurs aussi. C'est pour ça que je faisais toujours le maximum, on va dire. Comment tu gagnes ta vie dans les premiers moments où tu arrives, parce que tu dis que tu as une licence amateur, Ouais. comment tu vis? Bah, je ne sais même pas, moi, que j'ai une licence amateur. Vous savez, moi, la seule chose que je sais, c'est que je suis au centre de formation du Paris Saint-Germain, que je m'entraîne avec le Paris Saint-Germain, avec la formation du Paris Saint-Germain. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je regarde pas si on me donne rien. Je demande, j'ai pas de salaire, je dors, je mange au centre de formation du Paris Saint-Germain. Mais je suis resté pendant 8 ans comme ça au Paris Saint-Germain, sans rien demander. J'étais pas là pour. C'est pas l'aspect financier qui comptait. C'est l'aspect sportif, l'aspect où j'étais en train de montrer mes qualités, de faire voir que ce jeune qui est arrivé du côté des Minguettes était capable de réussir. Il y a que ça qui m'interpellait. Il y a que ça qui me faisait le plaisir. C'était déjà une opportunité. Quand tu allais à Gerland voir l'Olympique Lyonnais jouer, tu dis attends, t'es au Paris Saint-Germain avec ce Paris Saint-Germain qui est en train de se créer, qui est en train de se faire une histoire de jouer au Parc des Princes. Je dormais, je le récupérais, je ne sortais pas, je voulais D'accord. jouer, je voulais vraiment montrer que j'avais les capacités, la force on va dire, de m'exprimer et de réussir dans cette carrière qui peut-être était devant moi. Mais tu n'as rien gagné encore, tu ne fais que commencer. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, c'était de ne pas décevoir Monsieur Pierre Alonso, c'est formateur qui était là, qui est en train de me donner vraiment les conseils pour réussir. Donc tu étais nourri, logé, blanchi, et c'est tout. Ouais. Ah oui. C'est tout. Non, mais attends, j'ai pas te demandé, même si on me donnait 100 francs par mois ou 50 euros, je sais pas moi, à l'époque, c'était des francs. C'est pas ça qui m'interpellait. J'étais pas dans le financier. Ouais. Je suis dans le jeu, dans le football. J'ai envie de jouer. Pour jouer, il te faut montrer des capacités, des qualités à l'entraînement. En arrivant en étant sérieux, tu sais, on dit l'état d'esprit, la mentalité. Je n'étais pas un retardataire. J'étais quelqu'un qui était là tôt, j'arrivais premier, ou j'essayais d'être le premier, j'essayais de rester et aux entraînements, avec mes qualités, parce que je n'étais pas un joueur exceptionnel, moi, quand on disait Fernandez, il ne fait que courir, mais Fernandez aussi, il restait après, il travaillait, ses contrôles orientés, ses passes, voilà, j'ai
J'en ai fait des heures supplémentaires, mais c'est pas grave. J'en suis content parce que ça m'a permis plus tard de devenir ce que je suis devenu sur un terrain de football. Donc, tu arrives au PSG à une époque où le club est un peu en pleine mutation. C'est encore un club jeune, hein, puisque le club est créé en 70. Tous les grands joueurs de l'époque qui arrivent au PSG sont un peu surpris par les installations qui sont plutôt rudimentaires. Tu Ouais. arrives, je crois, à ce moment-là, c'est Jean-Michel Larquet qui est entraîneur-joueur. Tu dis Ouais. toi-même qu'il est un peu casse-couille avec vous les jeunes. Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment est-ce qu'il vous forme, comment il vous entraîne, est-ce qu'il vous donne des conseils? Tu sais, vis-à-vis des entraîneurs, je ne me serais pas permis. Après, tu sais, chaque entraîneur a sa façon de penser, d'échanger, de discuter, d'apporter sa patte. Jean-Michel était un entraîneur, joueur certainement, mais Jean-Michel, c'est fait partie de l'AS Saint-Étienne. C'est quand même quelqu'un qui a aussi joué une finale de Coupe d'Europe. C'est un monsieur, Jean-Michel Larquet. Mais après, avec les jeunes, tu sais, on leur demande assez souvent aux jeunes, tiens, quand il manque un ou deux éléments chez les professionnels, on va chercher un jeune pour qu'ils viennent intégrer ou faire les séances. Mais c'est vrai que des fois, c'était un peu tendu, mais c'était pas. Moi, personnellement, je ne me serais pas permis de porter un mauvais jugement sur monsieur Jean-Michel Larquet. Hein. Non, pas, je crois pas. D'accord. Non, bah, ok. Et tu parlais aussi dans ton livre qu'il y avait un grand respect des anciens, ce qui est peut-être plus trop le cas de nos jours. Moi, qu'à l'époque, s'il a un ancien vous disait d'aller ramasser les ballons ou d'aller attendre que le Ouais. vestiaire soit vide, que vous aviez aucun problème avec ça. Et comment toi tu vois les Jean-Pierre Adams, tous ces Ouais. joueurs qui sont des joueurs confirmés, des joueurs déjà internationaux et déjà respectés. Comment toi tu les vois? Tu les regardes avec admiration. Tu les regardes en te disant, en les regardant, tu te dis, Louis, ces hommes-là font partie de l'histoire. L'histoire dans laquelle ils ont participé. Ils ont réussi. Tu me parles d'un Jean-Pierre Adams. J'ai le souvenir de Jean-Pierre. Tu sais, je sais pas si tu as connu le camp des loges, si tu as déjà eu l'occasion d'aller au camp des loges, les vestiaires des jeunes, ils étaient en face de ceux des professionnels. Et rien qu'en sortant, Jean-Pierre nous demandait, est-ce que les jeunes, vous pouvez aller ramasser le matériel, est-ce que vous pouvez prendre le matériel pour l'amener sur le terrain? Ben, on était contents, on était heureux. On se disait, mais c'est Jean-Pierre Adams qui te parle. Jean-Pierre Adams, c'est la garde noire de l'équipe de France, avec Marius Trésor. Tu ne peux les regarder, tu ne peux le regarder qu'en le respectant. Et si il te demande de lui cirer les chaussures, je serais parti lui cirer les chaussures. S'il te demande d'aller ramasser tout, en courant. Pourquoi? Parce qu'on les a vus, on les a regardés, on les a aimés. Et quand on les voit au camp des loges, ces anciens, on aura l'occasion, si tu veux, je peux te parler de Daleb ou de Boubacar ou de Toko. Boubacar, c'est aussi le Sénégalais qui vient de Marseille, qui vient, les garçons comme Batné ou comme Rocheteau qui joue à Saint-Etienne, les Bagratelli, les Jean-Noël Luc, tous ces joueurs de Nice qu'on était admiratifs. Moi, j'ai toujours été admiratif de ces joueurs-là. C'est pour ça que tu les regardes, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Quand tu es sur le terrain ou tu es dans un vestiaire, tu les regardes et tu attends qu'ils qu'ils te demandent de faire quelque chose sur un terrain. Ce qu'ils te demandent de faire quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon avec l'entraîneur. Moi, j'ai toujours été de ce côté-là, j'ai toujours été attentif et j'ai toujours respecté ces hommes avec lesquels j'ai eu l'occasion de débuter, démarrer ma carrière. Hein. C'est qui tes potes au centre de formation quand tu démarres? C'est Pedretti et Mario Mongili qui est toujours encore, on est encore en contact. C'est les Franck Tanasi, c'est Bah, que des Italiens. comment? C'est que des Italiens. Non, mais Pedretti. Pedretti ou Mongili ou Tanasi, c'était les. Il y en a d'autres que Franck Merel dans les buts qui était un gardien mais qui s'était blessé. Voilà. Il y avait un frère de Jean-Marie Laurent qui était un journaliste qui travaillait à France Football, qui était aussi au centre de formation du Paris Saint-Germain. Non, mais ils vont me revenir. Ouais, il y a Denis Troc, Jérôme Laurent, Gilles Cardinet, etc. Et puis il y avait aussi Jean-Claude Lemoux qui était là, hein, Lemoux qui était qui dormait dans le centre de formation là, c'est dans lequel on était. Hein, c'est pour ça que c'est Denis Troche c'était le gardien, mais après c'est vrai que Gilles Cardinet c'était cet attaquant, cet avant-centre là. Non, mais ça me revient, je refais surface avec eux. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es décrit généralement comme quelqu'un d'impulsif, à tort Oui. ou à raison. Mais ce que tu nous dis là, c'est que tu as une patience quand même extraordinaire. C'est-à-dire que d'autres joueurs, peut-être dans ta situation, seraient en train de ronger leurs freins. Et toi, on a l'impression, alors c'est peut-être ton côté humble, que tu prends ça avec patience. Tu dis, mon tour va venir, j'apprends au contact de tous ces joueurs extraordinaires. Je suis un passionné. Tu sais,
la passion qui m'anime, c'est le football, c'est ce jeu. Le football, c'est une école. Dans cette école, tu sais, dans le passé, j'ai certainement eu des problèmes par rapport à mon espagnol, tu sais, de la langue française. Vite, comme aujourd'hui, peut-être, il m'arrive de temps en temps, ou peut-être dans mes commentaires, d'être avec mes mots, les mots de Fernandez. Mais les mots de Fernandez, je les ai toujours essayé de faire en sorte à ce qu'il y ait le respect vis-à-vis des gens avec lesquels tu côtoies, avec les gens que tu vas participer. Et moi, dans mon attitude, dans mon comportement, tant que joueur, que quand j'étais sur un terrain, que j'étais, tu sais, à la cantine du centre de formation ou sur le terrain de la formation ou sur le terrain avec les professionnels, tu sais, là, je gardais en moi cet impulsif, tu sais, d'être un impulsif, d'être quelqu'un pour avoir la force. Tu vois, je n'étais pas dans les commentaires, je me taisais, je ne disais rien. On me demandait de faire des appels, je faisais des appels. On me demandait d'aller faire du pressing, j'allais au pressing. Même si c'était là un travail ingrat, un travail difficile à faire, mais j'étais heureux. J'en étais fier de le faire. Pourquoi? Parce que en le faisant, les gens, ils avaient un regard positif vis-à-vis de toi. Ils étaient, même si tu rates quelque chose, on va pas lui reprocher. Il fait l'effort, il récupère un ballon, il le transmet vite, il essaie d'anticiper, il va vite vers l'avant. Tu vois, et puis il y avait des compliments, mais des matchs, j'en ai raté des matchs. Hein. Je vais pas dire que tous les matchs que j'ai eu l'occasion je les ai pas tous réalisés parfaitement bien, mais ça m'est arrivé de me tromper. Mais je pense que j'ai plus réussi que non que loupé, je vais dire. Et comment t'intègres progressivement l'équipe première? Comment ça se passe? Bah, tu sais, il y a un match, c'est contre l'AS Nancy-Lorraine, où il y a eu un changement où c'était Camille Choquet et Pierre Alonso qui allaient assurer l'intérim. Et puis Pierre avec Camille me font monter, me font jouer ce match où je débute au Parc des Princes, où il y a ce fameux penalty où Jean-Michel Moutier, qui était le gardien de Nancy, sort et qui me déséquilibre et que Carlos Bianchi tire le penalty, le marque. Et voilà, on gagne ce match. J'ai fait un bon match, une bonne entrée. Je me suis bien, on va dire, j'ai donné la bonne image que souhaitait que Pierre et Camille je donne sur le terrain. Ça a été parfaitement bien accepté. C'est pour ça que j'ai insisté. J'ai continué à rester toujours dans ce registre-là pour gagner une place de titulaire. T'as commencé en étant titulaire, en fait. Ouais, titulaire. Mais bon, j'ai fait le match qu'il fallait parce qu'il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait un joueur qui s'était blessé parce qu'on avait droit qu'à deux étrangers. Tu sais, il y avait du Carlos Bianchi puis du Joao Alves, tu vois, dans le club et le blessé. Puis c'est pour ça qu'à la fin du match, il y avait une réclamation qui avait été déposée par l'AS Nancy-Lorraine parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas pu signer du côté de Nancy. Et la réclamation était justifiée, mais le problème, c'est que tu pouvais avoir autant d'étrangers que tu voulais, avec des licences amateurs, mais tu ne pouvais avoir que 2 licences étrangères, professionnelles, non, mais professionnelles, aspirants ou stagiaires. Dans le club, tu n'avais droit qu'à 2. Et moi, j'avais une licence étrangère. C'est comme ça que ma carrière, elle commence. Hein. C'est pour ça qu'au Paris Saint-Germain, M. Ball, qui était le directeur, avait su trouver comment la méthode pour que je puisse intégrer ce club et rentrer dans ce centre de formation. Quand tu as ce match contre Nancy, tu as un petit sentiment de revanche quand tu joues ce match? Parce que c'est marrant quand même, ce clin d'œil. Non, pas du tout? Jamais de la vie. Non, non, parce que tu sais, quand tu as le papa de Michel Platini et monsieur Claude Cuny en face de toi et qu'ils avaient un souhait, une envie de te garder, de te faire signer à Nancy, je me serais pas permis en rentrant dans ce match. Tu rentres dans ce match avec une motivation, pas parce que c'est Nancy, parce que tu as envie de montrer, tu as envie de démontrer que tu as les qualités pour passer le cap. C'est pas gagné encore. Je ne fais que démarrer. C'est pour ça que ce match-là, c'est pas en me disant, tiens, tu es à Nancy, ils t'ont refusé. Ils m'ont jamais refusé, Nancy. Ils m'ont accepté. Ils m'ont souhaité. Alors, c'est pour ça que je ne me serais pas permis d'avoir quelque chose contre ce club. Hein. Quand tu commences à être titulaire, dans ta tête, tu te fixes, enfin, je dirais pas que tu te fixes une limite, mais est-ce que tu imagines où ton potentiel va t'amener, ou tu prends les matchs les uns après les autres? Tu sais, déjà, c'est de rester sérieux, de bien récupérer, la récupération. Tu sais, ne pas te faire détourner. Tu sais, parce que quand tu commences à jouer, tu commences déjà à penser que ça y est, on a obtenu ce que l'on souhaitait. Non, non, t'as rien obtenu. J'avais suffisamment de retours de la famille et tu sais de pas mal de gens qui étaient à mes côtés. Après chaque match, c'est une remise en question par rapport à tes qualités.
comment peux-tu encore évoluer? Comment peux-tu encore progresser? C'est match après match, tu te fixes des objectifs et de faire mieux. Et moi, ça a toujours été dans ma tête, ça a toujours été ce cheminement. Je me suis projeté de la sorte en me disant, t'as pas encore réussi, t'as pas encore obtenu ce que tu souhaitais. Et c'est pour ça qu'il fallait que tu ailles chercher ta place, une place de titulaire, et qu'enfin on puisse dire de toi, tiens, enfin il est devenu titulaire, maintenant il est un titulaire indiscutable, ce qui n'était pas le cas quand tu démarres comme ça. Ça demande une grosse maturité quand même, d'avoir déjà cet état d'esprit dès le début. Bah, tu sais quand on vient d'où on vient, quand tu as perdu ton papa, quand tu as été aux côtés de tes frères et de tes sœurs, tu sais, on a, on va dire, une volonté pour réussir. On a envie. Et pour réussir, il te faut passer par des étapes. Tu passes par c'est du travail. Tu sais, un travail acharné. Et le travail que tu dois faire, tu essaies de ne pas tricher. Moi, tricher, non, jamais. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes les gens droit dans les yeux et que quand un entraîneur ou des coéquipiers te demandent de faire quelque chose, tu le fais et tu ne dis rien. Tu ne réponds pas. Toujours, je n'ai jamais répondu, j'ai toujours accepté. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la chance, l'opportunité que j'ai de me retrouver au Paris Saint-Germain dans une section centre de formation, ensuite de jouer au Parc des Princes, dans ce fameux stade du Parc des Princes. Et mais Louis, tu imagines un peu ce que tu es en train de faire? Ben, reste comme tu es, ne change pas, continue à travailler. Tu sais, des fois on te demande, tu sais, il faut sortir, te changer. Non, non, je reste je reste dans mon centre. Je suis très bien au centre de formation. C'est ce que j'ai fait au départ de ma carrière. Sauf si les joueurs espagnols te demandaient de servir d'interprète quand même. Les joueurs espagnols, ouais, bah, il y en avait un qui me demandait à chaque fois de l'accompagner. Je crois que c'est Ramon Heredia, non? Heredia, ouais, le défenseur central. Ouais, il voulait que je l'accompagne, mais je pouvais pas toujours sortir, ça c'est sûr et certain. Là, tu commences effectivement assez rapidement à avoir prouvé que tu méritais ta place comme titulaire au Paris Saint-Germain alors que tu es relativement jeune. En tant que milieu de terrain, pendant toute cette période, tu marques quand même un nombre de buts assez conséquent pour un milieu de terrain. Comment t'expliques cette profusion de buts? Quand tu as l'occasion de t'exprimer, quand tu as l'occasion de pouvoir réaliser, tu sais, je n'étais pas un grand buteur au milieu de terrain. J'étais un joueur que on va dire, par une activité débordante. Des fois, Oui. j'allais un peu trop au-delà. Mais pas au-delà, c'est parce que tu as des adversaires qui te titillent, qui te piquent un peu. Toi, quand tu rentres sur un terrain, c'est quand tu sors de ce terrain que tu puisses sortir vraiment lessivé, tu vois, fatigué. Tu t'es vraiment fatigué, tu t'es dit, tu as donné. Après, sur un terrain, tu peux en louper des situations, tu peux en louper des passes, tu peux en louper. Mais il faut pas que sur ce genre de situation, tu te mettes à rouspéter, à ne pas être content. Tu vois. Au contraire, c'est de repartir, de le retenter, de le refaire. Et assez souvent, tu sais, dans une période, il y avait au Paris Saint-Germain, il y a monsieur Georges Perroche, mon entraîneur, et il y avait un certain adjoint, c'était monsieur Barrientos, monsieur Victor Barrientos. Et je sais souvent qu'avec lui, après chaque entraînement, je faisais un spécifique, mais pas un spécifique de frappe au but, hein, un spécifique de contrôle, les contrôles de passe, orientés, la technique, parce que je sais que je devais progresser techniquement. Je te le dis, au départ, c'est quelqu'un qui anticipait, qui courait beaucoup, qui taclait beaucoup, qui récupérait pas mal de ballons. Et je voulais aussi montrer que j'étais capable, avec un ballon, aussi de distiller, de donner des passes pour essayer pour mettre dans les meilleures dispositions les joueurs qui étaient devant moi et ceux qui étaient derrière moi. C'est tout, voilà, c'était ça, Fernandez. Mais tu as quand même marqué une quarantaine de buts avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même un nombre quand même assez important. Oui, tu marques parce que tu es dans la projection, dans le registre, dans le jeu, tu peux te projeter, tu peux. C'est pour ça que pour pouvoir faire ces efforts-là, il faut que tu sois bien dans ta tête et puis il faut que tu sois bien dans ton corps. Si tu es bien avec ta tête, tu es bien avec ton corps, tu peux te laisser aller. Moi, tu sais, jouer dans le carré magique, tu sais, jouer avec ces sports-là, quand je les regardais, si on m'a demandé de faire 40 km ou 60 km ou 100 km, je les aurais fait, mais les yeux fermés. Et sans aucun problème. Et quand je joue au Paris Saint-Germain, là, quand tu es en train de prendre part, quand tu es en train de t'imposer, là, tu te dis, ne regarde pas derrière, Louis, regarde devant. Va devant,
en sorte qu'on soit fier, qu'on soit content et que ton entraîneur, tes coéquipiers ne puissent rien te dire. Voilà, c'est ça. T'avais un coffre énorme, donc tu étais quand même de courir de manière assez impressionnante, hein, sans doute un des meilleurs. Est-ce que tu avais une alimentation particulière? Maintenant, tu sais, les sportifs de haut niveau, est-ce que tu avais une alimentation particulière? Est-ce que tu faisais de la Non, muscu? Non. non, 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 on n'avait pas encore ces fameuses techniques ou on va dire, ces apports Oui. autres. Et c'est vrai qu'après, je m'en suis servi plus tard en tant qu'entraîneur avec des joueurs pour l'alimentation, la nutrition. Parce que Oui. c'est vrai que pour éviter on va dire, ces blessures, Mm. euh, parce que c'est vrai qu'on s'alimentait pas bien, on mangeait pas bien. Et puis, moi, ce que j'ai assez souvent fait très attention, c'est d'éviter de sortir. Tu sais, les sorties nocturnes, tu vois, c'est là, non. C'est là, non, parce que tu sais, quand tu arrives à intégrer, à entrer, pense à tes frères et à tes sœurs et à ta maman. Parce que là, Ouais. si tu commets une erreur, je vais mal le vivre. Parce que je dis, Mm. attends, vis-à-vis d'eux qui t'ont apporté ce que tu t'ont donné, tout ce qu'ils t'ont, pour que tu puisses être là aujourd'hui, tu vas pas les décevoir. Et c'est ça, ça toujours dans ma tête, ça a toujours joué. Avant de faire que ce soit quelque chose, je regarde bien ce que je dois faire. Et essayer de prendre toujours les bonnes décisions. C'est pour ça que dans cette époque-là, évitons de, tu sais, je sais pas si vous avez connu une boîte de nuit qui s'appelait Pont d'Orly. Tu sais, en allant sur Orly, il y Oui, a bien sûr. une boîte de nuit qui est sur le toit, tu sais. On m'a amené une fois et je suis plus jamais retourné. Non, non, on me demandait de retourner une deuxième ou troisième. Non, 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 c'est bon, stop. J'évitais les Ouais. sorties parce que ça ne servait à rien, c'était de la fatigue en trop et tu mettais en péril un peu ta condition. C'est pour ça que j'ai fait très attention à vous manger. Non, à cette époque-là, on pouvait manger de tout. Hein. Voilà. C'est à quel moment que cette pression que tu t'étais imposée par rapport à ta famille s'est un petit peu assouplie? Ou est-ce que tu la portes toujours avec toi aujourd'hui? Ben, j'apporte toujours parce que tu sais, t'es la référence. Je n'aurais pas aimé que personne à ma maman on dise que ton fils, il a pas une bonne attitude, tu sais, j'ai joué un match, c'était une finale de championnat d'Europe contre l'Espagne. Tu sais, ce jour-là, je jouais l'Espagne en 84 face à un pays où je suis né. Subir ce que j'ai dû subir par rapport à des adversaires, des Espagnols, que j'ai eu l'occasion de revoir, de re-rencontrer en retournant en Espagne, et qui m'ont tous dit, on a essayé de te faire sortir du match, mais tu n'es jamais sorti de tout ton match. Et concentré, tu n'as jamais commis la moindre, on va dire, erreur dans ce match-là. C'est pour ça que pour te dire que j'ai Mm. entendu des colibrés, tu sais, Ils te des traitent de bruits. traître, de renégat, Voilà, etc. Ouais. ça j'en ai entendu. Mais hop, je suis resté calme. Je suis resté dans mon match. Et c'est pour ça que j'étais content et fier vis-à-vis de ma famille, parce que vis-à-vis de ma maman, mes frères et mes soeurs, voilà. Et puis de mon quartier, des anciens, ça me faisait plaisir de leur montrer qu'on pouvait y arriver en sortant même d'un quartier. Dans ce début des années 80, tu viens de Lyon et tu étais fan de Lyon, mais tu joues pour Paris. Tu es Ouais. né en Espagne, mais tu joues en France. Et la petite question, est-ce que dans les années 80, là, quand tu as une vingtaine d'années, tu es Mhm. plutôt pour l'équipe de France ou plutôt pour l'équipe d'Espagne et est-ce que ton cœur balance plutôt pour l'équipe de Lyon ou l'équipe de Paris? Tu sais, il y a quelque chose dans ce monde du football. On regarde un peu le parcours qu'on a eu. Alors, on a commencé par 1970. Et ensuite, il y a eu, tu sais, quand tu es jeune, tu veux voir du football dans un stade. Et la ville dans laquelle je suis le plus proche, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique Lyonnais, ce club de Lyon qui joue en première division. Après, tu as un parcours. Mais quand tu commences le football, tu es supporter de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi je Oui. vais dire j'ai jamais été supporter? Si, j'ai été supporter de l'Olympique Lyonnais. Mm. C'est un club dans lequel j'ai pu grandir en les regardant, les voyant jouer et prendre du plaisir. C'est après que tu sois parisien, j'ai toujours été supporter du football. Vous savez, le football pour Mm. moi, j'ai une priorité pour aimer le football, pour que tout le monde soit derrière. Bon, bah, on a des clubs, chacun d'entre nous. T'as les Marseillais, t'as les Parisiens, t'as les Lillois, t'as les. Bon, bah, c'est comme ça fait partie du foot en général. Mais les commentaires, je laisse dire. Alors, la communauté espagnole, bah, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis fier d'être français. J'ai eu Mm. et, être honoré d'une Légion d'honneur, d'être honoré par rapport à un parcours que j'ai eu l'occasion de faire et de le faire le plus proprement possible pour que tout le monde soit fier de
de voir Luis, de le rencontrer, de discuter, d'échanger. Je suis un passionné. J'aime le football. Moi, j'aime bien, tu sais, je dis pas que je n'aime pas un tel par rapport à un tel. Non, non. Moi, je suis canois aussi. J'ai fini ma carrière à Cannes. J'ai commencé celle de joueur. Comment je pourrais oublier l'AS Cannes ou le monsieur le Petretti le président qui m'a fait venir avec Bruno Bellon. Comment je pourrais, non, mais ça, c'est-à-dire qu'ils comptent pas, eux. Si, ils comptent. Comme l'Athletic de Bilbao, ce club où j'ai eu l'occasion d'entrer en Espagne. Bah, quand je suis retourné là-bas, en Espagne, bon, bah, j'ai été bien reçu. Ça s'est bien passé. On a commencé à dire, non, non, moi, je suis espagnol. Non, non, je suis en France. Non, non, il faut pas mélanger. Il faut savoir reconnaître dans les situations, dans les lieux dans lesquels on vit, et ben, par rapport aux situations, de rester le plus respectueux possible. C'est comme ça que je perçois les choses, moi. Alors, tu parlais de la Légion d'honneur. Est-ce que tu la reçois après l'Euro 84, c'est ça? Non, je l'ai reçu il y a pas longtemps, là, il y a quelques 2-3 ans, là, il y a 2 ans que je. Ah d'accord. Non, parce qu'on a eu Emmanuel Amoros qui nous racontait que quand toute l'équipe de France a été reçue par Mitterrand après avoir gagné l'Euro 84 et qu'il la donne à tout le monde sauf à lui, que quand il voit Amoros, il dit non mais toi t'es trop jeune, je te la donne pas, je te la donnerai plus tard et du coup, il l'a jamais eu. Je sais pas, non, je sais pas, c'est pas dans cette période-là que. D'accord. Je sais pas qu'il y a eu cette situation-là. Hein. Non, je me rappelle pas. D'accord. Oui. Et donc PSG, donc il y a quand même un peu il n'y a pas une super stabilité en tout cas dans les premières années au poste d'entraîneur. Il y a pas mal d'entraîneurs qui arrivent, qui partent, qui reviennent. Le fil conducteur quand même, c'est Francis Borrelli, qui est le président et qui est un peu un deuxième père pour toi. Comment tu décrirais tes relations avec lui, alors que ce soit à Paris, que ce soit à Cannes, après? J'ai toujours aimé personnellement M. Francis Borrelli. C'est un personnage, c'est quelqu'un. Quand on le rencontre, quand on le côtoie, quand on le voit, quand on discute, quand on échange avec Francis, c'était un passionné. C'est quelqu'un qui avait la passion en lui. Le football, pour lui, c'était quelque chose de merveilleux. Quand on le voit au Parc des Princes, lorsqu'il embrasse la pelouse, quand on voit ce président dans un vestiaire, quand il est à nos côtés, très respectueux. Moi, j'ai aimé ce personnage parce que c'est quelqu'un qui, en le croisant, en étant avec lui, en le voyant, et quand Alex Kahn, il est là, c'est lui qui me lance dans ma carrière d'entraîneur. Quand au Paris Saint-Germain, il a toujours, c'est lui, ce président qui me maintient, qui me garde et qui me fait cette confiance en tant que joueur que j'étais du Paris Saint-Germain à cette époque-là. Donc 82, c'est à ce moment-là vous gagnez le premier titre de l'histoire du PSG. Elle est un peu mythique, hein, cette finale de Coupe de France contre la Saint-Etienne. C'est le dernier match de Platini. C'est le dernier match de Platini en France, en tout cas avec Saint-Etienne. Toi, tu marques le 5e tir au but, envahissement du terrain, Baratelli qui sauve. Est-ce que tu te rends compte du côté historique de ce match quand vous la remportez, cette Coupe de France? C'est un grand moment. C'est un moment que tu ne peux pas oublier, que c'est le premier titre. C'est un premier titre gagné par un club qui est en train de se créer une image, qui est en train de se monter. On va dire, c'est un club qui est jeune. En plus, c'est le Paris Saint-Germain, ça joue au Parc des Princes. Ce soir-là, c'était magique. Parce que c'est vrai que quand tu vois que le terrain à la fin, il est, tu sais, on va dire avec ses supporters, ils sont pas rentrés pour se battre avec. Non, ils sont rentrés parce qu'ils étaient dans la joie de voir ce club, le Paris Saint-Germain, remporter ce premier titre. Et c'est vrai qu'on a vécu une belle soirée, un joli parcours de Coupe de France, parce que la Coupe de France, c'est une compétition à laquelle on est attaché. Moi, j'ai toujours été attaché à la Coupe de France, parce que c'est peut-être mon premier titre avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier, l'effacer, parce qu'on a passé une soirée assez délicate, difficile, en étant mené 2-1, on égalise, et puis on met ce troisième but sur ce centre de Sir-Jacques pour Dominique Rocheteau. Mais voilà, c'était un grand soir. Après, c'était bon, il y a eu les tirs au but. Hein. C'était le 2-2, c'est l'égalisation de Dominique Rocheteau. Il y a eu les tirs au but, mais bon, ça reste une belle soirée, on va dire, un titre gagné par ce Paris Saint-Germain là. À ce moment-là, le PSG est vraiment une équipe de coupe. Vous gagnez en 82, vous rebelote en 83 contre Nantes. Non, ouais. Malgré le très très beau but de José Touré. Comment t'expliques à ce moment-là que Paris a un peu plus de mal à s'installer dans la durée? Tu sais, c'est la capitale, c'est Paris. Après, tu sais, on est à Saint-Germain-en-Laye. On n'a pas
à cette époque-là, tu sais, on aurait bien aimé avoir le même centre d'entraînement que le PSG à l'heure d'aujourd'hui, hein, tu sais, du côté de Poissy, parce que là, tu aurais eu des conditions autres en tant que joueur que j'étais ou en tant qu'entraîneur que j'étais au Paris-Saint-Germain. J'aurais bien voulu avoir parce que ça fait progresser toujours un groupe, un club. Ça permet de voir un peu le travail au quotidien et de mieux l'analyser quand tu as de meilleures installations parce que tout est réuni. Aujourd'hui, tu as des vestiaires. Aujourd'hui, à l'époque, c'était pas un centre on va dire, assez commode comme lorsque tu vas jouer au Parc des Princes. Mais bon, c'est Paris, c'est la capitale. En plus des joueurs qui passent par Paris ont aussi des voix d'autres envies que de jouer au football. Hein. Je vais pas te citer, mais c'est comme ça. Faut vraiment que tu tombes sur le bon groupe. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, une équipe, un club est en train de se construire, en train de se monter. Et bon, bah, on a quand même réussi à gagner des titres en démarrant, en étant assez jeune club qui se montait. Fin de la saison 81-82, juste après la Coupe du Monde, donc avec notamment évidemment ce match de Séville contre la RFA, tu es appelé en match amical contre les Pays-Bas à Rotterdam, exactement, en novembre 82. T'as 23 ans, tu t'y attends, tu t'attendais à être convoqué? Non, mais tu sais, quand on commence à réaliser des performances au sein de ton club avec le Paris Saint-Germain, hein, quand tu gagnes 2 coupes, tu gagnes la Coupe de France en 82, bon, bah, peut-être qu'après, il y a une Coupe du Monde qui va se jouer en Espagne. Et c'est vrai que c'était triste de les voir se faire éliminer en demi-finale parce qu'ils avaient quand même réussi une belle Coupe du Monde et ça se termine vraiment au pénalty face à l'Allemagne. Et puis là, quand on fait appel à toi après 82, à Rotterdam, tu arrives et tu te dis, là, il faut faire le match parfait, il faut être, on va dire, faire un match sérieux et essayer d'éviter de te tromper le moins possible sur le terrain. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai essayé de le faire dans les meilleures conditions. J'ai réussi à faire une passe décisive à Patrick Battiston pour marquer. Puis après, sur le final, j'ai tiré sur le poteau. Je pense que j'ai fait, on va dire, une bonne première, on va dire, une première bonne prestation avec cette équipe de France où j'ai bien démarré. Et puis après, j'en suis plus jamais sorti de cette équipe de France. Et avec un entraîneur comme Michel Hidalgo aussi, personnellement, que je pensais énormément à lui, j'ai vraiment et à m'intégrer dans cette équipe de France. À qui tu penses lors des hymnes avant le match? Bah, à qui je pense à la famille, je pense à mes amis, ceux que je ai côtoyés, à tous ces joueurs que je ne cesse de remercier pour que je puisse porter le maillot de l'équipe de France en 82, pour avoir fait ce travail, Pierre Alonso, toutes ces personnes, ces joueurs qui ont marqué aussi, qui m'ont aidé à réussir ce que j'ai fait pour jouer en équipe de France. Tu peux pas, quand tu chantes la Marseillaise, je vais réussir à la chanter plus tard, à la prendre bien pour ne pas me tromper. Mais quand tu chantes cette première Marseillaise et tu es à Rotterdam, là tu te dis, oh là là, tu regardes bien, tu dis là il faut pas se tromper, Louis. Là il faut vraiment réussir quelque chose de grand, un grand match pour qu'on puisse de nouveau te rappeler en équipe de France. Hein. Et tu l'as gardé le maillot ou pas? J'ai dû à l'époque, tu sais, les maillots on les gardait pas, les maillots on les donnait. On avait énormément de supporters, que ce soit avec l'équipe de France ou que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Les maillots, tu sais, j'en ai pas beaucoup à la maison, je crois pas, non. C'est la fin de ce premier volet avec Luis Fernandez. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler des 2 très grosses compétitions disputées par Luis Fernandez avec l'équipe de France, l'Euro 84 évidemment, et la Coupe du Monde 1986, rappelez-vous, qui marque ce but libérateur lors de la séance des tirs au but contre le Brésil. Et c'est Luis évidemment, il va nous en parler et on continuera à dérouler les souvenirs du très grand Luis Fernandez. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver
sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressant de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.